Eh les gars, Ouais. vous vous souvenez de l'époque où Disney nous a rachetés? Ah oui, je m'en souviens très bien. Les fanboys étaient très vénères. Ils pensaient qu'on nous changerait en comédie musicale gnangnante. Qu'ils aillent mettre les Jonas Brothers en Spider-Man ou en Iron Man. Pas de film Avengers! Qu'on n'aurait jamais Civil War parce que c'est trop adulte pour Disney. Et que les licences Marvel allaient être encore plus maltraitées que par la Fox. Exactement. Et maintenant? Les fanboys vénèrent nos films. Ils adorent nos quelques chansons et la très dark série Daredevil. On a un casting parfait alors que Benedict Cumberbatch nous a pas encore rejoint. Avengers 3 et 4 annoncés! Civil War dans mon 3e film confirmé. Et on n'a jamais autant avancé dans notre univers cinématographique. Au point qu'on a pu faire un film sur un truc aussi obscur que les Gardiens de la Galaxie. Salut! En effet, ils sont cons ces fanboys chipoteurs. Oh ça va, au moins ils ont compris la leçon et ils ne gueulent plus sur ce genre d'annonce pour changer d'avis juste derrière dès que les bandes annonces sortent. Comme ils ont fait avec Star Wars. Ben Affleck en Batman. Les 4 fantastiques. Et le film Ghost in the Shell où j'ai le rôle principal. Trop cons les fanboys! Ouais, pas faux. Donc, qui est partant pour prouver à nouveau leur bêtise en refaisant pour la énième fois le plafond du box-office? Pété gueule à Fast and Furious! Il y avait un projet appelé Avengers. Le but était de faire une série de films créant un univers cinématographique suffisamment riche pour qu'on puisse adapter des histoires de comic book qu'on ne pouvait pas adapter au cinéma sans un univers déjà établi, comme la guerre de l'Infini, Civil War, l'ère d'Ultron ou encore Avengers justement. À l'époque, c'était impensable entre les licences Marvel qui étaient éparpillées chez différents studios de cinéma, le nombre de films rentables que cela allait demander pour pouvoir concrétiser ce projet, et puis le fait que les films à crossover et d'univers partagés, bizarrement, ça intéressait pas trop les producteurs il y a quelques années. Ils sont cons ces producteurs à ne pas voir l'intérêt de faire un film réunissant plusieurs personnages de cinéma que les gens adorent. Mais enfin, c'était le projet que s'était imposé le producteur Kevin Feige lors de la production d'Iron Man. Et la fameuse scène post-générique où Iron Man rencontre Nick Fury. Au début, c'était un petit peu chaotique, mais grâce au rachat des différentes licences Marvel par Disney, et grâce au savoir-faire de celui qui est pratiquement le showrunner des films, le prince des geeks, Josh Whedon. Oui, prince des geeks. C'est déjà pas mal. En effet, dès qu'il a écrit Captain America et a réalisé Avengers, il a mis en place une base pour tous les autres films Avengers. Un modèle en termes d'univers, d'histoire et d'action. Un modèle que tous les autres films qui ont suivi ont repris. Cela dit, beaucoup de critiques snobs se sont amusés à démolir le film Avengers, principalement parce qu'ils refusent que Josh Whedon entre dans le panthéon des grands réalisateurs qu'il mérite de rejoindre. Alors que de l'autre côté, ils admirent un film tout aussi fun, décomplexé, délirant et montrant un grand amour pour l'univers qu'il met en scène, à savoir Pacific Rim. Je ne dis pas que Pacific Rim est mauvais, je ne dis même pas que Guillermo del Toro est du même niveau que Josh Whedon. Je suis le premier à préférer un Hellboy 2 à un film Marvel. Cela dit, il faut arrêter de reprocher à un certain film ce qu'on adore dans d'autres films. C'est un petit peu la définition de l'hypocrisie. Et ces critiques sont dues principalement parce que chez les cinéphiles, il y a cette espèce de petite discrimination envers les réalisateurs qui viennent de la télévision. Pour eux, ils ne peuvent tout simplement pas être de bons réalisateurs, tout simplement parce qu'ils viennent d'un autre milieu que le cinéma. Si t'as fait de la télé, t'es forcément un metteur en scène de merde. Et juste pour le plaisir de les contredire, voici la liste des plus grands réalisateurs ayant commencé à la télévision. Steven Spielberg, Hayao Miyazaki, Michael Mann, Guillermo del Toro, Brad Bird, Ciné Lunettes, Tony Scott, Mel Brooks et Edgar Wright, bordel de merde. Et histoire de retourner le couteau dans la plaie, les grands réalisateurs qui ont fait de la télévision sans forcément y commencer. Quentin Tarantino, David Lynch, David Fincher et Alfred Hitchcock, putain de... De plus, si vous avez vu les séries de Josh Whedon, vous auriez vu dans certains épisodes de Buffy ou de Firefly qu'il est capable d'avoir une putain de bonne mise en scène. Donc non, Josh Whedon n'est pas un mauvais réalisateur. D'accord que sa mise en scène est un petit peu limitée à cause des codes de la télévision qui sont restés, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sait pas donner de la force et de l'émotion à son cadre, et qu'il n'a pas quelquefois quelques bonnes idées de mise en scène. Et ça veut encore moins dire qu'il ne sait pas raconter une bonne histoire,
ou qui ne sait pas faire des scènes d'action. Au contraire. De plus, Joss Whedon a un style qui caractérise ses différentes réalisations. L'univers référentiel geek, la façon d'écrire ses dialogues, son amour inconditionnel pour les personnages qu'il met en scène au point de les rendre pratiquement vivants, s'entendre tellement bien avec le casting qu'il en fait quasiment sa 10e famille, ce qui permet une meilleure communication et un meilleur contrôle de ce qu'il veut faire dans le film, et bien sûr, son humour. Un humour qui s'amuse avec ses personnages, comme les Indestructibles ou Hellboy, mais jamais de ces personnages, comme les 4 Fantastiques de Team Story. Y a pas à dire, vivement le reboot des 4 Fantastiques, qu'on oublie cette merde. Sauf quand le personnage en question mérite d'être moqué, bien sûr. Et surtout, c'est un humour qui est jamais envahissant. L'humour sert comme il faut l'histoire et n'a aucun problème après à faire de la bonne transition avec un élément un peu plus dramatique. Bref, le premier Avengers était un très bon blockbuster, pliant jamais ses personnages, filmant et créant des scènes d'action qui surpassent la plupart des blockbusters actuels, avec un scénario suffisamment simple et complexe pour exploiter ce que le film doit exploiter. Bref, un très bon film de super-héros qui n'avait pas besoin d'être débile pour être divertissant. Meilleur film de super-héros de tous les temps? Non. Les Spider-Man de Sam Raimi, Dark Knight, Batman, Superman, ils sont quand même au-dessus, Les Indestructibles et Incassables aussi, Mais bon, ça reste un excellent film malgré ça. Oh sûr, les films Avengers sont grosso modo des films de commande par les producteurs de Marvel et de Disney, mais en même temps, au vu de la qualité de leurs films de commande, il faut le reconnaître. Ce sont de bons producteurs. Des mecs qui pensent à leur histoire et à leurs personnages avant de faire du fanservice gratuit. Des films qui veulent faire plaisir à leur public sans pour autant se prostituer aux dernières modes. Des films faits par amour pour l'univers Marvel et qui comptent quand même sur le talent de leur équipe. Je veux dire, des producteurs qui engagent Joss Whedon, Sean Black et James Gunn pour leurs films sont pas du tout de mauvais producteurs à mes yeux. Bon après, ouais, il y a le cas particulier d'Edgar Wright qui a été viré d'Ant-Man à cause de différences artistiques. Et bon, au moins il voulait ce mec pour réaliser ce film. Mais bon, les fanboys ont sauvagement massacré l'excellent Iron Man 3 par un excellent réalisateur qui avait son propre style, pour de l'autre côté idolâtrer le honnêtement excellent 2e film Captain America qui a été fait par des Yes Man. Donc voilà, faut comprendre les producteurs qui commencent à croire que ceux qui les suivent veulent surtout des films de Yes Man plus que des films de bons réalisateurs. Voilà. Faut jamais laisser parler des fanboys dans des décisions artistiques. C'est forcément de la merde ainsi. Surtout quand leurs niveaux de fanboy sont au niveau de critiquer Iron Man 3 tout simplement parce que y a pas eu le mandarin. C'est à cause de ça qu'on se retrouve avec les frères Russo à la réalisation des 2 derniers Avengers. Mais enfin, pour ce film-là, Joss Whedon revient en commande de la grande équipe de super-héros. Après que les Avengers se soient formés pour péter la gueule à une partie de l'armée qui les attend dans l'espace, que le monde ait découvert ses champions et que le Shield a été détruit après les événements de Captain America 2, et que Tony Stark ait pu surmonter ses crises de panique pour pouvoir être à la hauteur de son prochain combat, ce dernier continue dans sa lancée en fabriquant de nouveaux trucs pour combattre l'ennemi. Et donc il décide de créer Ultron, une intelligence artificielle qui leur permettra de vaincre l'ennemi qui les attend dans l'espace. Le problème, c'est qu'il a un petit peu joué avec le sceptre de Loki pour fabriquer Ultron, un élément assez difficile à cerner. Du coup, Ultron devient grosso modo Skynet, qui décide de sauver le monde en tuant tout le monde. Et pour ça, il s'associe à 2 jeunes personnes au pouvoir extraordinaire, les jumeaux Quicksilver et la Sorcière Rouge, pour combattre les Avengers et les retourner les uns contre les autres. Les Avengers vont devoir faire face à la pire menace qu'ils ont jamais affrontée. Une menace qui remettra en question leur morale, leurs émotions et leur confiance en soi. Mais en apprenant de leurs erreurs, en affrontant leur propre côté obscur et en comprenant les autres, ils finiront par créer quelque chose d'incroyable. S'unir comme jamais, montrer l'exemple et sauver notre monde imparfait. Bon alors déjà, que les choses soient claires. Non, vous n'avez pas besoin de voir tous les films du MCU pour comprendre le film. Bon, premier Avengers, normal. Les autres films servent surtout pour le background, les personnages et le contexte. Et oui, vous pouvez regarder le film sans avoir vu un seul épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. Même si personnellement je vous conseille de regarder les épisodes de cette série parce qu'elle est vraiment bien. Le film nous pose vite fait le contexte pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe après, et la première scène d'action suffit à nous présenter les différents styles des personnages, ainsi que leurs liens et leurs situations. Bref, vous avez autant besoin de voir les précédents films du MCU pour comprendre celui-là, comme vous avez besoin de voir la série Firefly avant de voir le film Serenity. Vous pouvez vous en passer, mais ça peut aider à mieux comprendre les personnages et à mieux vous y attacher. Personnages qui, d'ailleurs, sont excellents. Robert Downey Jr., Chris Evans et Chris Hemsworth sont toujours excellents dans les rôles du trio principal, ainsi que Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et Jeremy Renner. Parmi les nouveaux venus, Jay Spider dans le rôle d'Ultron,
est excellent, même si un petit peu plus de développement ça aurait été chouette. Il aurait fallu une scène sur la fabrication d'Ultron, une sorte de scène version diabolique de la naissance de l'homme sable dans Spider-Man 3, avec la chanson de Pinocchio version machiavélique que Ultron adore. Mais bon, apparemment Joss Whedon a eu beaucoup de mal à terminer le film comme il espérait et s'est fait carrément couper 50 minutes de film. Donc voilà, espérons qu'on aura une version longue. Une bonne version longue de 3 heures, allez. Mais sinon, c'est un bon méchant. Je suis pas trop fan de son design, mais il est reconnaissable et efficace. Il a un humour un petit peu surprenant, mais en même temps c'est le fils de Tony Stark quelque part. Mais c'est un humour qui est loin d'être mauvais, et ça ne l'empêche pas du tout d'être intimidant. De plus, son plan est de bonne facture. Faire à l'humanité ce qui est arrivé aux dinosaures. Nous exterminer pour permettre à la vie de renaître et s'adapter à un nouveau monde. Pour être préparé face aux catastrophes qui nous attendent. C'est le genre de logique assez indiscutable mais quand même assez froide qui fait la particularité de ces méchantes intelligences artificielles. De plus, il a un petit côté Vandelcage dans le sens où on peut le buter, il sera transféré dans un autre corps. Ce qui le rend encore plus dangereux d'ailleurs. Aaron Taylor Johnson, qui casse en personne dans le rôle de Quicksilver, et Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière rouge sont pas mal du tout. C'est juste qu'ils sont assez peu développés. Encore une fois, une version longue, ce serait bien. Après, faut dire, un film avec 9 héros, forcément, hein. La sorcière rouge est très chouette. Elle a un pouvoir avec un aspect visuel assez sympa. Sa personnalité n'est pas très développée, mis à part qu'elle est très émotive. Dans le sens où t'as vraiment pas intérêt à l'énerver. D'ailleurs, petit spoiler à ceux qui se posent la question depuis quelque temps, qui est le meilleur entre le Quicksilver de X-Men Days of Future Past et le Quicksilver de Avengers 2? Eh bien, X-Men. Largement. Vous voulez savoir pourquoi? X-Men Quicksilver. Avengers Quicksilver. Voilà pourquoi. Sinon, son pouvoir est surtout utilisé en termes de bourrinage, contrairement à X-Men qui l'utilise surtout en termes de pratique et tout. Faut dire, dans Avengers, il a acquis ce pouvoir de façon pas très naturelle et pour pouvoir se venger de Tony Stark. Donc ouais, forcément, il va pas aussi bien le maîtriser que le petit gars qui a ce pouvoir depuis la naissance, forcément. Et le personnage que Marvel a eu beaucoup de mal à cacher, Vision. En effet, spoiler, de ce conflit avec Ultron naît un autre fils des Avengers. Là où Ultron est leur pire héritage, Vision est le héros qu'ils cherchent à créer en s'unissant. Un être d'un grand pouvoir mais surtout d'une grande sagesse qui se bat avant tout pour la vie. Il est joué par Paul Bettany, celui qui faisait jusque-là la voix de Jarvis. Ce qui est assez chouette comme façon de réutiliser l'univers des films pour adapter les éléments de la bande dessinée, c'est bien trouvé. Et il est vraiment cool, en plus d'être fascinant. J'aime bien qu'après que Thor ait fait quelque chose pour le sauver, il génère une espèce de cape de le même modèle que Thor, comme une forme de respect envers lui. Bonne touche. Et puis il amène un excellent duel philosophique avec Ultron, sur leur vision de l'humanité, sur leur façon de conserver la vie, ce qui est juste ou non, etc. Que du bon quoi. Malgré le nom important de super-héros dans ce film, on n'oublie pas de les développer. Tous nos héros passent d'un point A à un point B psychologiquement. Quicksilver et la sorcière rouge sont des enfants dont la vie a été détruite indirectement par les Avengers, plus particulièrement Tony. Ils ont vu le pire des Avengers et se confortent dans cette vision pour affronter les Avengers, et confronter ces derniers à cette image. Mais plus l'histoire avance et plus ils voient que les intentions des Avengers sont beaucoup plus pure et noble que ça. Et qu'au final, ils ont juste été utilisés par des ennemis des Avengers à des intentions néfastes. Un peu comme des mecs comme Ben Laden utilisent la haine du peuple musulman envers les États-Unis. Sauf que les Avengers, eux, ils ont pas vraiment bombardé d'innocents, donc c'est pas pareil en fait. Notre trio principal n'est pas le plus développé, mais en même temps ils ont chacun leur film pour être développés, donc voilà. La sorcière rouge est une bonne excuse pour faire affronter aux Avengers leur peur et leur dilemme. La peur de l'échec et de la fin du monde pour Tony, le dilemme d'une vie normale pour Captain America, l'arrivée de Ragnarok pour Thor, le passé de la Veuve Noire, et la peur de tout détruire de Hulk. Rien pour Hawkeye parce que j'ai déjà donné le contrôle d'esprit, donc fuck it. Au final, les personnages les plus développés sont les Avengers qui n'ont pas eu droit à leur propre film, à savoir Hulk, la Veuve Noire et Hawkeye. Oui, je sais, Hulk a eu ses films, mais c'est un petit peu particulier comme cas. Hawkeye d'ailleurs devient enfin un personnage, là où dans le premier film il était surtout un homme d'action cool. Déjà on découvre que, malgré son travail de super agent, il a une famille qui l'attend dans son ranch. Donc ouais, tous ceux qui espéraient une romance entre Hawkeye et la Veuve Noire... Ce qui me fait marrer, c'est que quand arrive la scène de la famille d'Hawkeye, j'étais genre « Non, Hawkeye, ne fais pas ça !»
ça? T'es pas au courant de ce qui se passe dans le jeu qui montre leur famille? Eh, t'as vu la photo de ma famille? Chose que je suis sûr Josh Whedon avait parfaitement compris. Parce qu'à un moment il te met bien en avant le moment où tu crois que Hawkeye va mourir. Mais nope. C'est la façon de jouer avec les clichés très Whedoniens. La Veuve Noire de son côté a une relation amoureuse avec Hulk maintenant. Ce qui est tout à fait logique. Natasha a été élevée pour être une arme, et a pratiquement perdu son âme à cette époque. Maintenant, elle combat pour compenser ses erreurs. Et là vient Bruce, un homme au pouvoir extrêmement destructeur, rempli de regrets lui aussi, et qui a besoin d'un guide, pour devenir grosso modo l'arme ultime des Avengers. Il a besoin d'elle pour ne pas perdre son humanité, et elle a besoin de lui pour retrouver son humanité. Donc ouais, très bon choix niveau couple, bien joué Josh. Et surtout, ça permet de mettre en place une relation amoureuse qui n'est pas sans rappeler celle de Buffy et Angel. Et c'est pour ça qu'Avengers écrase Transformers. Parce que malgré l'aspect action décomplexé et fun, le film n'oublie jamais ces personnages. Il n'oublie jamais de les développer et de les rendre suffisamment réels et attachants pour qu'on en ait quelque chose à foutre quand arrivent les scènes d'action. On ne veut pas les voir mourir lors d'une scène d'action. Donc on est encore plus concerné dans une scène d'action, et donc la scène d'action est encore plus prenante et cool. On a carrément une scène où, après s'être pris une énorme branlée, ils vont se réfugier dans une ferme hors de la civilisation pour se remettre en question. Ce qui m'a pas mal rappelé le film de Tortue Ninja des années 90. Très bien ça. Les personnages atteignent même un rang assez mythologique de leurs personnages. Ça se voit d'ailleurs au générique de fin où ils ont carrément leur propre statut grec. Le premier avait déjà un aspect mythologique, des dieux combattant un diable se nourrissant des défauts de l'humanité, qu'ils finissent par vaincre en sauvant l'humanité qui les vénère. Là, ils sont confrontés à leur position de dieu, entre Hydra qui essaye de créer d'autres dieux pour pouvoir les combattre, n'acceptant pas le monde qu'ils sont en train de propager, leurs enfants qui comprennent de travers ce qu'ils veulent accomplir, ceux qui n'y verront que des êtres prétentieux, et bien sûr, leur plus beau miracle. Même leurs conflits personnels sont assez proches de ceux des dieux grecs. Bon, en moins soap opéra, mais bon. Ultron les confronte même à un choix des plus difficiles. Soit les Avengers acceptent de tuer un millier de personnes innocentes, soit ils laissent le monde être détruit. Situation qui, dans les deux cas, serait une victoire pour Ultron. Parce que s'il décide de tuer ces milliers de personnes pour sauver le monde, eh ben il prouvera ce qu'il voulait prouver. Parce qu'ainsi, les Avengers comprendront la logique d'Ultron, et ils seront vus comme les monstres qu'ils pensent être. Mais les Avengers refusent de faire ce sacrifice en sauvant tout le monde. Et avec tout ça, on tolère encore des films d'action de merde comme Tekken 3. Les scènes d'action sont excellentes bien sûr, la mise en scène part même des fois dans du tatin, ce qui fait vraiment plaisir à voir. La musique, au début, j'avais un petit peu peur que les mecs allaient faire la même erreur que pratiquement tous les autres films Marvel, à savoir changer la musique. Surtout qu'ils ont repris Brian Tyler pour faire la musique de ce film. Un mec qui n'a plus d'inspiration depuis Iron Man 3. Donc j'espérais de tout cœur qu'il n'allait pas virer l'excellent thème d'Alan Silvestri. Parce que putain, les Avengers méritent leur propre thème. Fort heureusement, le thème d'Alan Silvestri est toujours là et Brian Tyler rajoute juste quelques nouveaux thèmes. Mais il est aussi aidé par Danny Elfman, qui lui aussi a de moins en moins d'inspiration ces temps-ci. Mais bon, entre handicapés, faut bien s'entraider, hein. En fait, je suis sûr qu'au début de la composition de la musique, ils avaient juste Tyler, mais après ils se sont rendus compte que Tyler avait fait des musiques tellement merdiques qu'ils ont préféré prendre Danny Elfman, donc il a fait des thèmes de remplacement, mais quand les thèmes de remplacement étaient trop pourris, ils ont juste repris le thème d'Alan Silvestri. Après, même si techniquement le film est supérieur au premier film sur tous les points, j'ai quand même une petite préférence pour le premier film. Probablement parce que la simplicité de l'histoire du premier film permettait un meilleur développement de ses personnages et de son univers. Ou peut-être tout simplement pour les mêmes raisons que je préfère Batman Begins à The Dark Knight. Parce que les personnages étaient plus frais, plus intéressants à découvrir. Peut-être. Le film est plus riche au niveau scénario, mais du coup, un peu trop riche. Parce que du coup, le film se raconte beaucoup trop vite et du coup, trop court. Ce qui est quand même un comble pour le film qui est grosso modo le plus long de tous les films Avengers. On a parlé il y a un moment d'une version longue avec une fin alternative et bon sang, faites-la! Ne la laissez pas tomber cette version, il la faut absolument! Le film a vraiment besoin d'une demi-heure supplémentaire, n'hésitez pas les mecs! Aussi, le film est moins drôle que le premier. Mais en même temps, le film est beaucoup plus sombre, donc il y a beaucoup moins de place pour de l'humour. Il casse quand même quelques bons gags, mais voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'humour elle-même. L'humour est toujours aussi bon. Bref, Avengers l'ère d'Ultron est une excellente suite, en plus d'être un très bon blockbuster de divertissement. Domaine que le studio Marvel maîtrise sans problème. Même si pour l'instant le blockbuster le plus cool de l'année, ça reste Kingsman.
loin. Mais bon, ça fait toujours un bon numéro 2. Joss Whedon ne réalisera pas le prochain Avengers, principalement parce que maintenant Marvel fait plus confiance aux Yes Man qu'aux réalisateurs avec leur propre style qui prennent des risques en faisant des choix artistiques. Merci les fanboys. Et bien que les frères Rousseau ont prouvé qu'ils étaient bons, voilà, ils ont pas le talent qu'il faut pour Avengers. Pour Captain America 3, si vous voulez, mais pour Avengers, non. Joss Whedon a mis la barre assez haut, donc si vous voulez le remplacer, prenez au moins quelqu'un du même niveau que lui ou quelqu'un de meilleur que lui. Les frères Rousseau sont bien, oui, mais voilà, les Avengers méritent mieux. Surtout pour leur finale, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et rendez-vous dans la boîte magique, lien dans la description, où je ferai une petite vidéo, où je ferai un bilan des films de la phase 1 et 2 de l'univers Marvel, et de ce qu'on peut attendre de la phase 3. Et si vous voulez soutenir l'amélioration et l'élaboration de mes vidéos, rendez-vous sur mon compte Tipeee, lien aussi dans la description, où vous pourrez laisser un petit don que je saurai récompenser avec genre la choix d'un film à critiquer dans un bonus boîte magique, ou alors pour un badge alerte spoiler. Et pour me demander de critiquer un film dans Parlons Cinéma ou dans Alert Spoiler, faudra attendre parce que là pour l'instant j'ai déjà pas mal de films à faire. En parlant de donateurs très généreux, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont déposé un don à Voxmaker pour qu'on puisse aller à la Japan Expo cette année. Vous êtes tellement génial les mecs que vous avez fait péter le compteur. Carrément, on a dépassé les 160%. Vous êtes complètement dingues les mecs, mais c'est pour ça qu'on vous adore. Bon après, ma revenue n'est pas encore définitive pour raisons personnelles, mais je ferai en sorte de venir parce que franchement les mecs, vous le méritez. Merci beaucoup pour tous vos dons et en espérant de vous retrouver à la Japan Expo cette année. Donc, il a combien de pierres d'infinité Thanos là? Non parce que les Avengers en ont une, Asgard en a une, la Nova Corp en a une, et le collectionneur en a une. Mais lui, je crois qu'il a pas de pierre d'infinité en fait. Il avait celle qui a servi de sceptre pour Loki, mais du coup il a paumé ce con. Il en reste toujours deux autres, mais comme les deux autres vont sûrement être introduits dans les films de la phase 3, ouais en fait Thanos il a aucune pierre d'affinité. Donc au niveau menace, il est niveau 0 là. Il a intérêt à se bouger le cul hein, s'il veut faire sa garde d'infinité, parce que là, c'est la loose Thanos.